avant de parler du Mali et des soldats français qui se retirent de Tombouctou après Kidal et Tissalit. On continue notre périple sur la Libye. On parlait avec nos chers invités, Firmin Teko Agbo, Sana Komla Sadio Etou et Kofi Nayote Kondo de la présidentielle qui est de plus en plus compromise dans ce pays. Et c'est Sana qui avait la parole. Oui, je disais que les conditions dans lesquelles la candidature de Saif el-Islam a été réintroduite ou bien réintégrée à la liste des candidats est assez évocateur de la capacité de nuisance de ce dernier. Donc moi je me dis que en réalité c'est plus les gens qui détiennent des armes qui ont cette capacité de déstabiliser la Libye davantage, à qui on donne l'occasion de se faire valoir devant les électeurs. Maintenant, moi, la question fondamentale que je me pose et qui reste valable, est-ce que les Libyens eux-mêmes n'ont pas cette maturité et cette capacité de dépasser ces intérêts, de dépasser ces guerres de pouvoir qui nuisent aux intérêts des Libyens? Justement, parce que comment ils peuvent dépasser cela, Sana? Une piste de solution? Moi, j'ai toujours pensé que de toutes les façons, les guerres finissent bien souvent sur la autour d'une table de négociation. Aujourd'hui, même, c'est une manière de parler, même ceux qui prennent le pouvoir par les coups d'État, ils organisent toujours des assises pour discuter, pour apaiser ne serait-ce que les tensions. C'est-à-dire, la casse de la négociation, elle est inévitable. Mais parlant de négociation, même quand les gens n'ont pas la capacité de discuter entre eux sans médiateur et que c'est à l'extérieur que c'est fait, sous la houlette de certains médiateurs qui eux-mêmes ne se prononcent et ne jouent le jeu que quand les intérêts vont à leur faveur. Donc moi je me dis, l'approche de solution, c'est que tous ces protagonistes puissent mettre les armes et leurs égos de côté pour vraiment parler du développement de la Libye, parler de paix, asseoir les conditions pour que la paix soit durable. Parce que la crise en Libye a naturellement impacté négativement la stabilité de la sous-région. C'est de la Libye que sont parties les armes qui financent aujourd'hui le terrorisme qui fait des ravages au Burkina Faso, au Mali, qui est en train de prendre de l'ampleur à côté de nous au Bénin et qui nous frappe à la porte. Donc je crois que plus vite la situation de la Libye sera réglée et aussi rapidement nous pourrons facilement endiguer ce fléau du terrorisme qui est en train de devenir, si je puis me le permettre ainsi, une pandémie sécuritaire qui va nous menacer pendant longtemps. Alors, Kondo, c'est presque acté. Le 24 décembre va venir. Il n'y aura peut-être pas élection. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, les conditions seront réunies pour ces élections? Oui, les conditions seront réunies lorsque une Afrique forte sera à la table de négociation en faveur des Libyens. Pourquoi je le dis? Parce que les pères fondateurs, que ce soit les organisations sous-régionales ou l'organisation panafricaine qui est l'UA aujourd'hui, ont une vision, c'est l'intégration économique. Et lorsque vous savez que l'enjeu en Libye, c'est l'enjeu économique et que nous ne pourrons pas, nous avions raté l'intégration économique, même sur les questions politiques que nous continuons pas à nous chercher parce que c'est les dictats de l'extérieur que nous suivons. Il est clair que les élections en Libye seraient des occasions manquées qui vont toujours plonger la Libye dans une guerre inouïe et indescriptible qui ferait encore trop de victimes et qui va déstabiliser davantage l'Afrique. Je crois quand même que, tel qu'on l'a annoncé, c'était bien dit, quand c'est une élection sérieuse, il faut respecter les tests. Il dit que la liste électorale doit être affichée, ou bien les candidats doivent être affichés 15 jours avant
le jour du scrutin. Maintenant, à ce jour, je crois quand même que c'est déjà raté. Maintenant, si on évoque un certain nombre de paramètres qui concernent l'insécurité pour pouvoir avancer, je crois quand même que c'est aller vite en besogne pour ne pas organiser une élection digne du nom et où les parties prenantes auront le temps de convaincre leur électorat avant de pouvoir choisir. Là, ce serait pas, dans ce désordre, ce ne seraient pas les Libyens qui vont décider, mais c'est un choix provenant de l'extérieur où on va imposer. Et donc, si une puissance ne voit pas son compte avec le choix de tel candidat qui a été retenu pour présider la Libye, je crois quand même que l'insécurité régnera toujours. Il va falloir que l'Afrique revienne, l'Afrique se décide et retourne autour de la table de négociation, reste du côté de la Libye et décide des intérêts de la Libye pour les Libyens et pour l'Afrique. Je crois quand même que l'Afrique ne peut pas aujourd'hui dire que elle n'a pas besoin du pétrole. L'Afrique aussi a besoin du pétrole. Depuis longtemps, on n'a pas vu une délégation africaine qui est partie en Libye, mais on a vu les Français, on a vu les Américains, on a vu les Turcs, les Russes. On a vu les Russes, on a vu même la France qui a invité l'Estonie pour venir s'associer pour quelles raisons? Je crois quand même que l'enjeu est de taille. Il faut que la classe politique africaine se ressaisisse et voit et regarde ce qu'il faut faire forcément. L'enjeu est de taille. C'est peut-être pourquoi la communauté internationale fait tout pour pouvoir permettre aux Libyens d'organiser les élections dans leur pays. Elle le voulait même au forceps, nonobstant les conditions de l'heure. Est-ce que vous pensez que cette communauté internationale va pouvoir voir les conditions et va revenir en arrière? Non, je pense qu'officiellement, ce qui va se dessiner, c'est que quand les conditions seraient même les minimales, les conditions minimales seraient réunies, je pense que la communauté internationale va tout faire pour que ces élections-là s'organisent. Mais j'ai l'impression que la communauté internationale se moque un peu des Libyens. Est-ce que les Libyens vont difficilement organiser ces élections-là? Elle ne dit pratiquement rien, mais elle joue juste le jeu. Ce qui l'intéresse, je pense que c'est l'intérêt leur intérêt, le pétrole, et puis c'est fini. C'est-à-dire qu'on organise des élections ou qu'on n'organise pas les élections, ce qui doit être garanti, c'est le pétrole. Du moment où le pétrole est garanti, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez la situation géographique, même arrange mieux la communauté internationale. C'est pour ça qu'elle s'accroche à la Libye. Or, c'est ce qui va en désavantage de la Libye, parce que c'est la Libye et l'Europe, la Libye et l'Italie, la Libye et la France, géographiquement, c'est pas trop loin. Donc, la communauté internationale s'y attache vraiment parce qu'il y a du jus. Mais Sana Sadio a dit quelque chose de pertinent et il a parlé de l'incapacité, de l'immaturité des Libyens. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Ce sont des choses négligeables. Vous savez, quand il y a des régimes, surtout les régimes forts, qui sont là, avant de les balayer, je pense qu'il faut préparer le lendemain. Il faut préparer l'après ces régimes-là. Les Libyens, ils ne savaient pas comment Kadhafi dirigeait le pays. Ils ne savaient pas comment Kadhafi assurait la sécurité des Libyens. Ils ne savaient pas comment Kadhafi assurait les renseignements. Ils ne savaient pas comment Kadhafi faisait pour permettre à tous les Libyens de subvenir à leurs besoins. Ils ne savaient pas comment ou combien Kadhafi injectait dans les renseignements, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Du jour au lendemain, Kadhafi est parti et ils veulent diriger la Libye. Ça ne peut pas marcher. C'est aussi la conséquence du long règne. On doit s'attendre forcément à cela. Hein. Non, oui, on doit s'attendre, on doit s'attendre forcément à cela. Mais ceux qui veulent venir renverser ces régimes-là, ceux qui veulent diriger après les dictateurs, doivent savoir que la politique, ce n'est pas un jeu. Qu'on ne se lève pas comme ça pour diriger un État. Peut-être que ce sont les conditions dans lesquelles Kadhafi est parti, il faut le préciser. Non, bien ce sûr. n'est pas une alternance de ce nom, sinon alors, il n'y aura pas aussi cela. Qui a provoqué ça? Ce n'est pas Kadhafi qui a provoqué la guerre. Kadhafi, il y a quelque chose qui se passait en Tunisie à l'époque, et puis la communauté internationale... C'est le printemps arabe. C'est le printemps arabe. La communauté internationale est rentrée dedans, les Libyens sont rentrés dedans, ils ont voulu faire partie Kadhafi. Kadhafi aussi n'a pas compris le jeu, il est tombé dedans, et puis tout s'est passé comme ça. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Non, mais il a compris, parce qu'il a dit, bien sûr, qu'après lui, c'est les terroristes qui sont en train de
de prendre les armes sont lui. Oui, oui. Aujourd'hui, les faits lui donnent suffisamment raison. Les faits lui donnent raison. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Peut-être on va en parler tout à l'heure. C'est parce qu'on n'a pas préparé l'après-Blaise. Et c'est pour ça que les Burkinabés n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire ceux-là qui étaient avec Blaise, c'est-à-dire le président actuel, ses amis, ils étaient avec Blaise, mais ils ne savaient pas comment Blaise gérait le pays. Il ne sait pas comment comparer, gérer le pays. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Le président Saïd, il est le tout-puissant. Il dit, il programme même un référendum constitutionnel pour l'année prochaine. L'année prochaine. Et il est le seul maître à bord. Parce que jusqu'à présent, c'était le président, comment il s'appelait? Le président tunisien, à l'époque, Ben Ali, est parti le 14 janvier 2011. Mais regardez, 10 ans, plus de 10 ans après, la Tunisie n'arrive toujours pas à s'en sortir. Parce qu'on n'a pas su préparer l'après Ben Ali. Donc, c'est pour cela que je dis, moi, je suis toujours contre les soulèvements populaires et les coups d'État. Regardez ce qui se passe avec nos amis, les Maliens. Les Maliens. Quand on dénonce les coups d'État ici, les gens disent que bon, c'est parce qu'on ne comprend pas les choses. Mais regardez toujours ce que nous vivons quotidiennement, ce qui se passe. Les Assimi Goïta ont tous les problèmes parce qu'ils ne savent pas comment Ibeka dirigeait le pays. Alors, on va vous donner l'occasion de parler justement du Mali parce qu'on va quitter justement Tripoli pour Bamako. Selon vous, après Kidal et Tessalit, pourquoi les soldats français quittent Tombouctou? Non, c'est parce que peut-être les Français ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire dans ce pays. Et ils ne venaient pas à l'époque pour y rester longtemps. Et vous devez savoir aussi que la France a assez de soucis. Je vais vous donner juste un petit chiffre. En 2019, toutes les opérations extérieures militaires de la France ont coûté plus d'1 milliard d'euros à l'État français. Par exemple, en 2020, l'opération Barkhane a coûté 880 millions d'euros à l'État français. Il y a la contrepartie. Oui, il y a la contrepartie. Donc la France dépense beaucoup. Il y a aussi cette contrepartie, bien sûr. Mais il faut noter que la France dépense beaucoup. La France, bien sûr, elle a eu ce qu'elle voulait. Mais il faut remarquer qu'elle elle dépense beaucoup, mais la contrepartie peut-être n'est pas trop suffisante. Et vous savez que Emmanuel Macron peut-être va venir, sera au Mali la semaine prochaine. Peut-être c'est pour négocier un certain nombre de choses. Et aussi, en ce moment si précis, de décembre jusqu'en avril-mai, la France a besoin de sous pour organiser ses élections. La France a besoin de sous. Donc, vaut mieux, il va falloir mieux se concentrer sur les élections, chercher de l'argent pour financer les élections présidentielles en France, que d'aller investir peut-être dans la sécurité des Africains qui ne rapportent pratiquement rien pour l'État français. C'est donc, moi, je pense que la France veut amoindrir les dépenses, veut rendre plus moindres les dépenses et pour se concentrer aussi, surtout pendant ces 4 mois à venir sur l'intérêt français, c'est-à-dire la présidentielle française. Alors, Kofi Naoté Kondo, visiblement, c'est ce que cherche, ou bien c'est ce que veulent les jeunes du Sahel, les jeunes Africains, que la France quitte le Mali, que la France quitte tous les pays africains. Ben, on le dit, donc après Kidal et Tessalit, c'est le tour de Tombouctou. Oui, je me souviens, en 2012, avec quelle mobilisation en liesse les jeunes Maliens ont accueilli les blindés de la force Serval pour appuyer la force Barkhane au Mali. Vous voyez, c'est l'émotion. Et cela dénote. Quand j'avais suivi la scène, j'ai souri parce que je dis, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et à un moment donné, vous savez, à un moment donné de l'histoire, c'est les Maliens eux-mêmes qui ont réclamé que la France intervienne pour mettre fin à leur supplice. Donc, alors, ce sont eux qui réclament leur départ aujourd'hui. Ce sont eux qui réclament aujourd'hui leur départ. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? En réalité, il faut comprendre que la France n'a pas répondu aux attentes des Maliens. Les Maliens espéraient de la France, par son intervention, une meilleure sécurité, une sécurité totale du Mali. Mais à un moment donné, on a constaté que le pouvoir malien ne règne que sur Bamako, une partie de Bamako, et le reste du pays est détenu par les forces armées consorts. Et vous allez voir, au nord, il y a des forts qui sévissent même à Tombouctou. Il y avait l'État islamique qui régnait en maître, les consorts aujourd'hui, on l'a eu. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Il y a les forces françaises, il y a les djihadistes.
Les différents groupes. Les différents groupes. Mais en fait, toutes les forces qui ne sont pas légales, toutes les forces qui ne sont pas légales, naturellement, on veut les combattre, on veut les éliminer. Et c'est pour ça qu'ils ont la main tendue à la force, à la force onusienne pour le maintien de la paix. Et puis à la force servale qui doit soutenir le Mali, les forces armées maliennes pour pouvoir maintenir la sécurité. Lorsque les Maliens ne retrouvent pas cette sécurité, il est normal de constater qu'il y a le fauteuil de troubles dans cette sillage-là. Et donc, ils ont détecté que la France devait quitter. Et quand la France a quitté, la France a commencé par quitter, on constate également qu'il y a de moins en moins d'actes terroristes au Mali. De moins en moins d'actes terroristes au Mali. Donc cela veut dire peut-être que c'est la France qui perpètre cela. Je ne confirme pas que c'est la France, mais il revient aux Maliens d'établir, de faire l'état des lieux et d'apprécier, de décider ce qu'il faut faire. Maintenant que la France se retire, la France ne se retire pas complètement. Totalement. La France veut quitter la force de la paix pour une coopération militaire. Donc cette coopération militaire va décroître complètement le nombre de Français, les militaires français au Mali. Ils ont défini un chronogramme qui va réduire complètement le truc jusqu'en 2023. 2023, je crois quand même que la France quittera définitivement le Mali et peut-être que la zone dite des 3 frontières, cette force va se concentrer là-bas et on espère bien que cette force pourra maintenir la sécurité au niveau de la zone des 3 frontières qui sont constituées de Gao et de 2 autres villes. Donc du coup, je voudrais souligner ceci en disant que la France n'est pas vraiment un pays que nous combattons. L'ennemi, c'est nos gouvernants. C'est la politique française. C'est la politique, non pas seulement la politique française, d'abord c'est la politique au niveau du Mali. Lorsque vous êtes président d'un pays ou bien vous avez le gouvernement, il va falloir que vous parveniez à répondre aux besoins de vos populations. Et si vous ratez, si vous faites le jeu d'autres communautés, d'autres puissances qui arrivent à... Vous voulez dire que c'est le Mali qui doit d'abord assurer sa sécurité. Sa sécurité, fondamentalement. On dit si la France n'est pas là, les forces armées maliennes ne seront pas autonomes, etc., etc. Donc je ne comprends pas l'enjeu. Alors, Sana Sadio, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Permettez-moi de réfléchir 2 minutes avant de répondre à cette question. 2 minutes, c'est pas trop? D'autant plus que les conditions dans lesquelles la liesse populaire qui a prévalu quand l'opération Serval a délogé les djihadistes de Tombouctou, oui, l'armée française a été accueillie parce qu'on a vu que l'armée malienne était en faillite totale. C'était la débandade. Paraît-il qu'il suffisait qu'ils entendent le bruit. La déroute totale. La déroute totale. Un petit bruit et puis il étale. Oui, parce que la guerre psychologique était terrible. On castrait les militaires maliens. Donc, quand vous entendez que ceux qui vous castrent, les castreurs arrivent, vous fuyez. Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là que les forces françaises sont intervenues. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, on n'entend pas d'actes terroristes dans Tombouctou. Il n'y en a pas du tout. Ça veut dire que les Français ont réussi à sécuriser ou bien à repousser les terroristes. Les terroristes n'entrent plus dans Tombouctou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des voix s'élèvent contre la présence française, surtout à Tombouctou, c'est parce que les Maliens pensaient que l'armée française est venue pour assumer les responsabilités de la police malienne à Tombouctou. Parce que ce qui s'observe aujourd'hui à Tombouctou, c'est l'insécurité, le braquage, c'est-à-dire ces petits crimes qui ne relèvent pas du terrorisme.
Et quand ces actes sont perpétrés et que les forces françaises sont sollicitées, mais ils disent non, le mandat sous lequel nous intervenons, c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous ne venons pas pour lutter contre l'insécurité. Le banditisme. Le banditisme, non, ça ce n'est pas notre attribution. C'est ça qui frustre, bien évidemment, les politiques et les populations. Il faut se dire la vérité. Est-ce que c'est à une force étrangère de venir assumer notre sécurité? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, si nous regardons aujourd'hui que tout dépend, c'est une guerre qu'on connaît tous, c'est une guerre asymétrique. Et visiblement, l'Afrique n'est pas préparée à cela, le Mali non plus. Est-ce que c'est la faute de la France si nous ne sommes pas préparés à ça? Est-ce à la France d'aller faire la guerre à notre place dans la zone des 3 frontières? Naturellement, le retrait des forces françaises, mais elle était préparée depuis longue date. Et la France a toujours, bien avant cette petite contestation-là, été dans une posture de changement de paradigme. Aujourd'hui, ils ne souhaitent, parce que la France a payé le lourd tribut. Ouais. Je n'ai pas les chiffres du nombre de soldats français tombés au Mali, mais je crois que ça s'élève en termes de centaines de morts. Donc, la politique militaire française en Afrique aujourd'hui se base sur une coopération, plus une coopération militaire qu'une intervention militaire. Ils sont là pour aider l'armée malienne à prendre les devants. Donc ce n'est plus les forces françaises qui vont venir aller au devant pour combattre les terroristes, mais nous, on vous donne les moyens, on vous outille à aller au front. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'armée malienne va arriver à le faire? Mais est-ce que vous voulez que je dise qu'ils ne peuvent pas le faire? Nous crions chaque temps que nous sommes souverains, des peuples souverains, non? C'est le moment de prouver cela. Donc, à l'horizon 2023, les forces françaises ne vont pas quitter totalement le Mali. Je crois aujourd'hui, ils étaient 5100. Aujourd'hui, ils sont environ 4800. En 2023, ils seront appelés à rester 3000. 3000 resteront pour accompagner les forces maliennes à s'autonomiser et à aller eux-mêmes devant. Et moi, c'est tout le mal que je leur souhaite, de pouvoir combattre vaillamment le terrorisme, c'est-à-dire de la manière dont les premières autorités sont prêtes à tenir des propos souverainistes. Nous voulons les voir au front. Ce sont des militaires, on veut les voir chasser le terrorisme de leur pays. Et il a parlé de 2023, 3000 forces de la France. Et ces forces vont cohabiter peut-être avec les Russes de Wagner, Firmin Tekouagbo. Est-ce que vous êtes sûr, du moment où il y a des sanctions déjà, que l'Union européenne est en train de voter contre Wagner? Vous savez que Wagner, c'est l'ennemi juré craché de la France ces derniers temps. Et quand, non, je ne dirais pas de la France, puisque les sanctions ont été votées à l'unanimité des ministres des Affaires étrangères des pays de la France. Vous savez, à l'unanimité. La France, c'est la deuxième puissance d'Europe. Vous imaginez, la France et l'Allemagne sont les patrons de la France, de l'Union européenne. Donc, quand la France a une voix au sein de l'Union européenne. Quand la France dit je ne veux pas de ceci, et puis elle arrive à convaincre les autres, et vous savez comment le vote peut se passer. Vous avez vu comment Olaf Scholz a été élu, nommé le chancelier allemand, le nouveau. Juste après, il est allé dire bonjour à Emmanuel Macron. Et aussi en France, quand un président nouveau arrive à être ou à arriver au palais de l'Élysée, lui aussi le soir même, il se rend à Berlin. Donc, mais en Afrique francophone, on va en France. On va en France, ouais. Vous voudrez qu'ils viennent en Afrique ou à Addis Abeba? Non, ce que je dis, c'est que vous savez, vous rappelez cette petite phrase. L'Afrique est mal partie. C'est-à-dire, c'est dans la fièvre des indépendances. C'est-à-dire, il y avait beaucoup qui se disaient que l'Afrique n'était pas prête pour avoir son indépendance dans les années 60. Mais je me demande si on ne peut pas se permettre de dire que le Mali est mal parti. Selon vous? Oui, selon moi. Parce qu'à l'époque, en 1960, il n'y avait pas trop d'infrastructures, il n'y avait pas d'infrastructures suffisantes qui pouvaient permettre à l'Afrique
ou aux pays africains de décoller valablement. Et 60 ans après, on voit toujours les résultats, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. On n'arrive toujours pas à se relever, à construire de véritables États. Moi, je dirais, est-ce qu'on a même fait un pas pour dire que c'est mal parti? Donc, on est resté sur la même place, on n'a jamais décollé pour dire que c'est mal parti. On ne peut pas dire cela. Regardez par exemple, On ne peut pas dire je sais cela. que vous êtes un panafricaniste, monsieur le candidat. C'est ce ou qui l'ancien rend candidat. Nous ne pouvons pas le dire. Mais regardez par exemple, prenons par exemple l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on arrêtait Mandela en 62 ou 63, de 62 à 63 jusqu'à maintenant, vous voyez l'état de l'Afrique du Sud. Ça veut dire, les Blancs sont restés en Afrique du Sud. Mandela, au sorti de sa prison, était tellement intelligent, il a laissé les Blancs à leur place. Et vous voyez comment le pays s'est développé. Regardez. Et en Afrique, regardez, de 1960 à aujourd'hui, Zimbabwe, Mugabe, lui, l'a fait chasser. il a fait chasser les Blancs. On a vu ce et qui est vous arrivé. voyez ce que le Zimbabwe est devenu. Et on peut citer d'autres exemples plus palpitants. Et on se demande aujourd'hui si les Maliens aujourd'hui ont des infrastructures militairement suffisantes pour pouvoir assurer l'après l'opération Barkhane. Je ne pense pas. Peut-être que le Mali va s'appuyer sur la Russie. Le Mali va s'appuyer sur. N'oubliez pas, Wagner, ce n'est pas un État. Est-ce que l'État russe n'a pas encore dit Ils ne reconnaissent pas d'ailleurs. Ils disent Mais qu'ils c'est n'ont Wagner qui est en Centrafrique. Oui, Wagner qui est en Centrafrique. Mais Et qui l'État fait un russe, bon travail. qui fait un bon travail au vu des résultats, au regard des résultats enregistrés. Mais est-ce que les Maliens, ils ont une armée professionnelle? Est-ce qu'ils ont toutes les techniques possibles? Est-ce qu'ils ont même un état-major? Est-ce qu'ils ont même un état-major? Nous n'allons pas sous-estimer. Non, ce n'est pas que je sous-estimé. C'est pas que je sous-estimé. Le Mali a 10 frontières. Non, il ne s'agit pas de sous-estimer. Mais pour quel résultat? Le Mali a une dizaine de frontières. Le Mali n'a pas d'armée véritablement. Le Mali n'a pas... Ceux qui sont allés au Mali et qui ont vu l'état-major, c'est parce que nous avons ici. Le Mali n'a presque pas d'état-major. Le Mali n'a pas de renseignements sérieux. Qu'on sous-estime l'armée malienne. Pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas parce qu'on dit que le Mali est dans cette situation-là que l'état-major, bien l'armée malienne n'existe pas. Même le Bénin, il y a un état-major, il y a une armée républicaine. Comme dans tout pays. On l'a frappé le Mali et on a frappé le Non, Bénin. mais à quelle ampleur? Non. Les choses ont été la comparaison, c'est quand même limite. Vous savez, terrorisme au Mali et terrorisme au Bénin, quand même. Il faut reconnaître les efforts consentis par les États africains, quoi qu'on dise. Même lorsque ces efforts sont insuffisants. Des efforts médiocres. Pour moi, insuffisant, c'est entre 8 et 9. C'est déjà un point de départ. Nous n'allons pas jeter les Chines en disant que la métropole est mieux que nos États. Ça voudrait dire que nous demeurons toujours une population de consommation. Mais sur le plan de la technologie, est-ce que nous ne consommons pas? Nous allons aller vers le progrès. Nous devons aller vers mais voilà, nous allons aller. Mais est-ce que les conditions pour y aller sont rassemblées aujourd'hui? Pour rappeler que ceux qui seront nos dirigeants demain, ceux qui seront les présidents demain, doivent assumer le cahier de charges pour lequel ils ont été votés. Si vous faites des promesses à la population, tenez vos promesses, mais ne faites pas autre chose. C'est la sécurité de ces États. Oui, l'Europe fait quoi? Les États africains peuvent assurer leur sécurité sans les Occidentaux actuellement. Mon frère, la coopération militaire ne veut pas dire une annexion de notre souveraineté. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec vous, mes chers invités, pour la suite de ce débat.